Aujourd'hui, donc, nous allons attaquer par quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, le X23. Nous allons parler de Mosika. Quand la démocratie directe devient gratuite, Mosika est un mouvement pour une civilisation consciente et autonome, dont son acronyme. C'est une association loi 1901 qui a été fondée en France, mais qui est internationale, qui propose un projet de transition vers une société sans argent basée sur le partage et la démocratie citoyenne directe, et c'est pour cela et à ce titre-là qu'ils sont invités. Ce mouvement, initié par Jean-Philippe Hubert, ostéopathe, acupuncteur, kinésithérapeute, vise à repenser l'organisation sociale pour résoudre les crises actuelles, les crises écologiques, économiques, sociales et humaines, en éliminant l'usage de l'argent, rien que ça, qu'il considère comme beaucoup comme une source majeure de dérive. Bien évidemment, dans la présentation de Mosika, nous parlerons d'une civilisation sans argent, mais il est aussi et surtout invité aujourd'hui, puisque en tant que cofondateur et même fondateur, il est au cœur de ce projet. Sa vision se nourrit par une réflexion approfondie sur les crises globales. Sa double casquette de professionnel de santé et de penseur social illustre son approche holistique. Soigner les maux individuels tout en cherchant à guérir les maux collectifs. Mosika promet une société de partage sans monnaie ni dirigeants, gérée par ce qu'ils appellent une organisation démocratique globale, ODG. Cette organisation permet à chacun de participer aux décisions du niveau local, quartier, au niveau mondial, sans hiérarchie centrale. C'est un programme, vous avez bien compris que Jean-Philippe a toute sa place ici. Il s'agit pour les gens de Mosika de passer d'une humanité de l'avoir à une humanité de l'être, en favorisant le bien-être collectif et la coopération. Encore une fois, tout un programme. Je terminerai cette présentation par vous avouer un conflit d'intérêts bien évident, puisque pour certains qui le savent, je suis issu de cette galaxie post-monétaire contemporaine. Et si j'ai pris la parole pour la démocratie directe avec DS, c'est parce que personne ne voulait me la donner, et en rencontrant des bureaucraties et tant d'autres, nous avons décidé d'œuvrer pour essayer à quoi de faire réfléchir et aussi de fédérer, si on peut arriver dans la durée, à faire avancer nos idées. Je connais donc Jean-Philippe depuis longtemps. Le tutoiement n'est pas un tutoiement citoyen, c'est un tutoiement d'amitié, d'une grande reconnaissance et d'un profond respect que j'ai pour son humanité, pour tout le travail qu'il fait. Jean-Philippe, mon ami, bonjour, comment vas-tu? Bonsoir tout le monde, vous m'entendez bien? Parfaitement. Super. Déjà merci Stéphane pour cette introduction qui, ma foi, me touche beaucoup. Et tu le sais que c'est totalement réciproque ce que tu as dit sur la fin. Oui, c'est vrai que nous sommes compagnons d'aventure sur ces idées-là, sur les idées post-monétaires. Et puis, merci à tous d'être là, des bureaucraties enchantées, l'étranger aussi enchanté de vous rencontrer. Et par quoi voulez-vous qu'on commence? Parce que du coup, c'est vrai que c'est un gros programme si on parle du monde. Alors, sans argent ou monde sans dirigeant. Alors, ce que je te propose, c'est de faire une rapide introduction. Tu connais le principe de ces émissions. On essaie d'avoir une interactivité, une interaction maximum avec nos auditeurs. Des fois, les auditeurs interviennent de suite. Là, je pense qu'il va falloir un petit peu te laisser du temps juste pour expliquer la démarche post-monétaire, parce que c'est important, et pourquoi au sein de cette démarche post-monétaire, sans trop t'étendre, tu peux en venir à nous expliquer où est la démocratie directe dans le modèle de société que tu as carrément repensé de façon systémique. Et comme Débulo que moi-même, nous sommes des systémiques démocrates, nous allons t'écouter avec grande attention. Si tu veux bien, sans parler en toute intimité, nous expliquer la bascule qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es posé la question de l'argent, du système monétaire et de la monétarisme pour en venir après au Mosika et au modèle de société. Ouais, ok. Oui, ça me paraît important pour pouvoir introduire en fait la partie démocratique, d'expliquer l'organisation non monétaire. Comment j'en suis arrivé là? Il n'y a pas eu un jour précis en fait. Je pense que c'est une petite accumulation, comme peut-être pas mal d'entre vous, de petites choses qui m'ont fait dire qu'il faut penser autrement. C'est Einstein qui disait que la folie, c'est de recommencer toujours la même chose et de s'attendre à un autre résultat. Et puis je pense qu'il y avait au fond de moi, depuis peut-être mon adolescence, je sais pas si c'est une conviction, mais au moins un constat que manifester
ça change rien, ou alors vraiment pas grand-chose. Que voter, si on n'était pas au courant à travers les médias qu'on avait un beau président, je pense que dans nos vies personnelles, on ne sentirait vraiment pas de différence, que les pétitions, c'est juste de la rigolade. Donc en fait, il y avait quelque chose, je me suis dit, est-ce qu'on aurait un autre angle d'attaque qui serait à notre portée? Parce que le haut de la pyramide bien centralisée est très inatteignable, j'allais dire difficilement inatteignable, mais inatteignable, je pense. Et donc, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à notre portée? Et puis à un moment, alors j'ai vraiment essayé de creuser un peu la sensation, si vous voulez, qu'on aurait si on était pris dans un incendie où on ne pouvait plus passer par la porte d'entrée parce que les flammes nous en empêchent. Donc essayer de voir s'il y avait d'autres possibilités. Et il y en a une, à un moment, qui m'est passé par l'esprit. Je me suis dit, tiens, il y a un truc qu'on peut faire qui a de portée, je parle à la base, ça serait de jeter les moyens de paiement. Dit comme ça, je n'étais pas vraiment convaincu que ça allait pouvoir changer grand-chose, mais il y avait quand même dans l'idée déjà certains critères qui étaient cochés. Déjà, c'est que ce soit de notre portée. La deuxième chose, c'est que ce soit simple. C'est jeter quelque chose à la poubelle, à peu près, ça revient à ça. Qu'ensuite, c'est sûr que ça garantirait un changement. Pour l'instant, ça ne veut pas forcément dire que l'idée est bonne à la base, mais on est sûr que si on jetait tous les moyens de paiement, qu'on ne les utiliserait plus, déjà, donc il y aurait, les dettes n'existeraient plus, il n'y aurait pas de problème de budget, il y aurait tout un tas de trucs quand même comme ça qui quand même disparaîtraient. Donc j'ai commencé à creuser ça. Et en même temps, en tant que thérapeute, justement, vu que j'ai la casquette à la fois de kiné et d'ostéopathe, il y a une sorte un peu de parallèle. C'est qu'en tant que kiné, généralement, ce qu'on va traiter, c'est les conséquences. Parce qu'en fait, les causes, on peut pas, elles sont déjà là. C'est l'accident de voiture, il y a des fractures, donc on va traiter les conséquences. Et quand j'avais des patients, donc je suis en libéral, quand j'avais des patients qui venaient et qui n'avaient pas de fracture, qui n'avaient pas de cause comme ça, ils n'ont pas eu un AVC, ils n'ont pas eu un truc vraiment à traiter, mais qui sont des douleurs depuis longtemps, il a fallu en fait là aller traiter pas donc les conséquences, mais les causes, en fait, d'aller vraiment chercher à l'origine. Et par exemple, vous avez tous eu un moment mal à un trapèze, vous voyez, partie à base de la nuque. En tant que kiné, souvent je faisais les trucs assez classiques de massage, d'étirement, tout ça, sans résultat. Puis en fait, en tant qu'ostéopathe, si vous avez mal quand vous tournez la tête, ou si vous avez mal le matin, ou si vous avez mal quand vous êtes stressé, ou si vous avez mal quand vous avez vos règles, pour les dames, parce que ça peut arriver, on se rend compte qu'en fait, c'est des origines différentes. Il faut aller creuser ces causes-là. Et donc, je me suis rendu compte, dans tout ce mélange d'idées, que contrairement à une idée qui est extrêmement profondément ancrée, l'argent n'est pas du tout quelque chose d'aussi neutre qu'on aimerait bien le penser. C'est-à-dire que quasiment tout le monde voit l'argent comme quelque chose de totalement neutre. Et avec cette phrase qui est très forte dans nos esprits, c'est que l'argent, c'est qu'un outil, il suffit de bien l'utiliser. C'est là où, quand j'ai creusé, je me suis rendu compte que moi, j'étais le premier à croire ça, mais qu'en fait, non, pas du tout. L'usage de la monnaie implique des contraintes mécaniques qu'on ne peut pas ni maîtriser, ni éviter, et ce, depuis qu'ils sont créés. Donc là, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, puisque ça pourrait me mettre du temps, mais je vais quand même donner quelques exemples pour que ce soit quand même un peu plus clair. Si vous utilisez un marteau toute la journée, à la fin de la journée, votre marteau il est totalement intact. Vous pouvez le réutiliser le lendemain, tranquillement le week-end d'après, et jusqu'à la fin de votre vie. Si vous utilisez de l'argent toute la journée, vous en avez moins qu'au début. Donc en fait, l'argent, on aimerait le comparer à un outil, mais c'est le seul outil que, lorsqu'on l'utilise, on en perd, on s'appauvrit, on a une limite, et qui crée un stress. L'autre contrainte mécanique, c'est que si vous mettez si un boulanger met 1 euro d'ingrédient dans une baguette, il ne peut pas le vendre 90 centimes. On est obligé de faire de la plus-value, c'est une autre contrainte mécanique. Si vous avez une entreprise, quelle que soit l'entreprise, elle a forcément des frais de base pour payer ses salaires, pour payer l'énergie, les fournisseurs, on a tout un tas de frais permanents. Donc elle est absolument contrainte de trouver des moyens mécaniques, industriels et psychologiques de nous faire consommer en permanence. C'est pour ça que nous sommes gavés sous perfusion de publicité, entre 1200 et 2200 publicités par jour et par personne environ. Il existe 10 techniques d'obsolescence programmée qui ont couramment cours sans aucune crainte, même si la loi est passée en France il y a à peu près 10 ans, interdisant l'obsolescence programmée, pénalisant de 5% du chiffre d'affaires, 300 000 euros d'amende. Ça, c'est absolument... On n'a jamais eu un seul cas de pénalité vis-à-vis d'aucune entreprise. Et pourtant, si on a fait cette loi, c'est qu'on sait bien que ça existe. Donc, cet épuisement des ressources absolument nécessaire engendre les conséquences absolument désastreuses au niveau écologique, l'épuisement des ressources, de pollution liées au transport, à la transformation et des déchets dont on ne sait absolument plus quoi faire. Par exemple, sur l'écologie, je pense que vous le savez, mais on essaie de nous faire croire qu'on pourrait recycler tout le plastique, mais en fait, c'est que 11% du plastique qui est recyclé. Il y en a 20% à peu près qui est incinéré, et tout le reste finit dans les décharges ou éparpillé dans la nature. Je vous donne une dernière contrainte mécanique, je vais arrêter sur les contraintes mécaniques. Par exemple, c'est la guerre commerciale. C'est-à-dire, quel que soit le système marchand qu'on puisse imaginer, si vous vendez la même chose dans le même secteur géographique, vous êtes en guerre commerciale. Et ça impose donc tout un tas
Deux contraintes mécaniques en arborescence derrière, c'est quoi vous allez avoir, pour avoir le prix le plus compétitif, il faut serrer les budgets, il faut mettre la pression sur les travailleurs, il ne faut surtout pas trop augmenter les salaires, sinon ça se répercute sur les prix. Ça peut avoir le recours à l'automatisation, le recours à des ressources qui sont un peu lointaines parce qu'elles sont moins chères, etc. etc. Donc, le raisonnement, c'était que, à la fois, si on va avoir un axe de changement, peut-être que, même si ça paraît un peu dingue, que jeter les moyens de paiement de manière assez massive un jour, mais de manière préparée, ça j'en parlerai après, sera à un moment peut-être nécessaire, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, ça sera je pense nécessaire sur notre trajectoire. Et la question d'après c'est est-ce qu'il faudra remettre un système marchand? Je pense qu'on reviendra à la même erreur. Même si on peut repartir d'un système marchand, quel que soit ce qu'on peut imaginer, il y en a des moins pires évidemment que ce qu'on est en train de vivre, mais pour moi, on sera obligé de mettre de la contrainte mécanique, on sera obligé de devoir épuiser les ressources. On a pu aussi en parallèle avoir pu étudier depuis une quinzaine d'années l'impact de l'argent sur le comportement humain. C'est absolument effarant. Je vous invite à aller voir, je pense que les références, ça peut vous intéresser. Il y a Peter Naisch, N-A-I-S-C-H, de l'Open University. Vous avez Paul Piff, P-I-2-F, que vous pouvez trouver en chaîne, en vidéo sur YouTube. Il a fait des TEDx comme ça très intéressants, qui pourront vous montrer qu'il suffit simplement de toucher à de l'argent, de penser à de l'argent, quel que soit notre niveau. Il n'y a pas besoin d'être en difficulté pour que notre comportement dévie vers plus d'individualisme, de perte de valeurs éthiques, de perte de valeurs morales et de la perte de l'empathie. Donc, globalement, pourquoi l'argent, je pense, n'est pas du tout un outil qui se fait bien utiliser de manière neutre, et je pense que lorsqu'on met en lumière toutes ces contraintes mécaniques, on comprend un peu mieux pourquoi nous en sommes là. Je pense qu'il y a bien sûr un peu de facteur humain, mais selon mon point de vue, il est largement secondaire par rapport au facteur de l'usage de la monnaie. Donc ensuite, c'était la question de mais comment on prend des décisions? Comment prendre des décisions tous ensemble? Le truc, c'est qu'à la base, on aurait pu penser à une sorte de constitution, un modèle préétabli qui pourrait fonctionner. Mais la particularité, je pense, c'est qu'en fait, vu que c'est un projet qui se veut international, qui est déjà international, il faut pouvoir combiner des nations avec des cultures différentes, qui ont des états d'esprit différents, et je dirais même aller jusqu'à respecter, bien évidemment, si on pourrait supposer qu'une nation a envie de continuer avec un roi, qu'il a envie d'avoir encore un système centralisé. Si c'est vraiment leur démocratie qui souhaite ça, c'est-à-dire que c'est vraiment avec un référendum totalement ouvert, qu'on voit que 70% d'Américains préfèrent voir Donald Trump que prendre des décisions, on ne peut pas intervenir là-dessus. Donc après, c'est réussir à comment combiner des systèmes démocratiques différents. C'est là où se situe un petit peu l'ODG. Donc en fait, on a voulu constituer ça sur 5 niveaux de prise de décision, en sachant que ça peut être modulable et adaptable. Donc le niveau le plus local, ça serait le quartier. Après deuxième niveau, le niveau de la commune. Ensuite, le troisième niveau, c'est communauté de communes ou régionale. Le quatrième niveau, le niveau national. Le cinquième niveau, c'est le niveau donc mondial. Ce qu'il faut voir en fait dans chaque niveau, c'est que c'est un niveau vraiment de co-organisation qui peut se faire. C'est donc toutes les décisions partent de la base. Et ce qu'on propose, c'est que on n'est, alors pas des représentants dans le sens des personnes qui vont prendre des décisions pour nous, mais d'avoir des porte-paroles du quartier, par exemple, un porte-parole du quartier, qui va aller rejoindre l'Assemblée supérieure pour dire, voilà, nous dans le quartier, ce qu'on a besoin, etc. Mais en fait, c'est le système qui existe déjà, on n'invente strictement rien. J'ai été inspiré d'ailleurs par le système d'Alternativa, j'avais fait partie de ça, où on avait en fait ce système-là, et c'est connu dans la sociocratie, avec le premier lien, celui qui porte la parole d'une société fille vers la société mère, et le second lien qui rapporte la parole de l'assemblée mère vers l'assemblée fille. Donc voilà ce qu'on a voulu structurer, ce qu'on commence à structurer, puisqu'on a une plateforme où les gens peuvent se retrouver, commencer déjà à s'autogérer. Voilà. Mais ensuite, comment ils s'autogèrent, c'est eux qui décident. C'est-à-dire que la sociocratie, c'est nous ce qu'on propose pour donner une sorte un peu de repère, mais après, on sait qu'il y a la stigmergie qui fonctionne bien pour des tout petits groupes, il y a l'allocratie, il y a d'autres systèmes comme ça. Mais donc, on veut pouvoir combiner toutes les formes de démocratie. Et c'est pour ça que d'ailleurs, j'aime quelque chose qui m'a interpellé dans votre émission, c'est que vous avez mis des S, démocratie et direct. Merci Jean-Philippe déjà pour cette présentation très étoffée. Moi, ce soir, alors Stéphane, lui, donc vous avez une relation avec lui de longue date, vous partagez une vision du post-monétarisme. Moi, je vais essayer d'être un petit peu le poil à gratter, celui qui va questionner, soit parce qu'il ne comprend pas, soit parce qu'il a besoin d'exprimer ce que d'autres pourraient ne pas comprendre. Et puis l'étrangère retrouvera effectivement là aussi son axe de questionnement. Elle n'hésitera pas, j'en suis persuadé. Mais en fait, ce qui est pour moi assez intéressant et questionnant dans l'absolu, c'est le fait que vous partiez d'un postulat qui est assez clivant pour amener vers le principe démocratique. C'est-à-dire que le prisme initial, c'est quand même un monde sans argent.
qui amène à un grand projet globalisant dans lequel inscrit le principe de gouvernance et qui se veut, si j'ai bien compris, plutôt mondial. Et en fait, quand on regarde un petit peu le fait de basculer vers un monde sans argent, ça veut dire qu'il va falloir trouver un système d'organisation qui est basé sur le partage. Et donc, je fais la liste très vite, et d'ailleurs j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller sur votre site, donc qui a été épinglé en haut normalement par Stéphane, et puis à venir prendre la parole pour questionner. Parce que le partage, finalement, ça sous-entendrait que nous soyons une grande proportion de la population à l'accepter. Parce que quand on parle de partager les ressources, partager les richesses, partager son activité, partager la gouvernance, partager la connaissance, l'éducation, partager les tâches difficiles, partager l'environnement, ça c'est la petite liste que vous exposez, qui permet ensuite d'avancer dans ce grand projet en 3 étapes. Le rassemblement donc des individus qui adhèrent à ce principe-là, ensuite organiser justement une structure et effectuer la phase de transition. Pour rassembler finalement, est-ce que vous n'êtes pas sur des prismes très clivants qui font que finalement il est peut-être plus difficile de rassembler sur l'idée que nous devons partager les ressources pour aller vers un système de gouvernance équilibré, donc démocratique, plutôt que de partir du prisme inverse, qui est de dire si nous décidons collectivement à travers une vraie démocratie, eh bien nous allons pouvoir organiser justement ces notions de partage. Parce que quand la collectivité s'exprime, c'est plus facile d'accepter ce qu'elle décide, et en l'occurrence que les ressources devraient être partagées, que la richesse devrait être mieux répartie. Aujourd'hui, on a une élite, entre guillemets, qui décide plutôt de tout et qui forcément, détenant les richesses, préfère les conserver et les accaparer de plus en plus. Et c'est ça qui fait l'accaparement de la richesse. Mais si la masse avait la capacité à décider, il est fort à parier que le partage de la richesse se ferait de façon plus équitable. Et du coup, on partagerait également de façon plus équitable son activité. Je ne sais pas si tu vois le prisme que je veux aborder. Je comprends ta question, mais en même temps, beaucoup d'autres me la poseraient dans le sens inverse. J'avais commencé par la démocratie, on m'aurait dit, oui, mais pour amener la démocratie vers le monde sans argent, il y a quelque chose qui coincerait. Pour moi, c'est les deux faces de la même pièce de monnaie. Donc en fait, pour nous, on présente, si tu veux, les deux en même temps. Pour moi, c'est totalement indissociable. C'est-à-dire que les ressources, tant qu'ils appartiendront à des milliardaires, en fait, on ne risque pas d'avoir, je pense, de démocratie. Tu vois, il y a aussi un peu ce mode de fonctionnement-là. Par exemple, c'est un truc que peu de gens savent, mais j'ai les chiffres sous les yeux. Les élections présidentielles, on élit pour toujours celui qui a eu le plus de financement dans ses campagnes. C'était toujours, on a élu celui qui en avait le plus, au moins depuis Chirac. Là, le président américain, c'est le milliardaire. Donc, je ne dis pas, peut-être que s'il avait été moins riche que ça, peut-être que ça aurait été lui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la démocratie dans un système où il y a de l'argent, s'il y a de l'argent, c'est forcément pyramidal. Ça a toujours été comme ça, et je ne vois pas comment ça pourrait être inversé. Donc en fait, pour moi, si tu veux, je ne vois pas ce clivage parce qu'on fait une présentation d'un projet où les deux vont ensemble. J'entends bien. Alors c'est vrai que j'y reviendrai, je vais d'abord transférer la parole à Inlac qui a monté, on va laisser la parole le plus possible aux auditeurs qui montent prendre la parole parce que c'est aussi pour eux que ce format existe. Mais j'y reviendrai sur cette question, et là où je te rejoins totalement, c'est qu'effectivement chaque campagne présidentielle est remportée par celui qui a dépensé le plus dans sa campagne. Et c'est d'autant plus vrai aux États-Unis, dans d'autres républiques il y a des petites variantes, mais aux États-Unis c'est tellement vrai parce qu'il y a des campagnes publicitaires affichées. Donc c'est-à-dire que la publicité de la campagne présidentielle, forcément, c'est comme un produit. Allez, je rajouterais juste un tout petit truc, avant que tu passes la main, parce que ça va directement en lien avec ça, si tu le permets. Il y a un livret que vous devez pouvoir trouver gratuitement de l'Oxfam qui s'appelle « Les oligarques font leur shopping ». Et ça explique pourquoi, en fait, il y a tellement de personnes riches qui achètent des médias qui leur rapportent strictement rien, enfin, à côté de leurs affaires. C'est que là, ça leur permet très facilement de pouvoir aider un candidat à gagner les élections, parce que c'est les médias aussi qui aident à faire ça. Et en échange, par exemple, alors je ne parle pas en France, le truc là, c'était une étude qui a été faite sur plein de pays, en Russie, partout dans le monde, où on voit fait des oligarques du coup acheter plein de médias, même ceux qui ne rapportent pas grand-chose, parce que ça leur permet en fait de faire chanter un petit peu les candidats politiques en disant soit on te met en avant, soit on te descend un petit peu, donc on va t'aider, tu nous donnes un coup de main. Par contre, les chantiers publics, tu les files à nous. Quelle est la démocratie, la possibilité d'une démocratie dans un monde pyramidal, alors que tout le monde dit que le pouvoir est totalement associé à l'argent. Donc s'il y a pouvoir, s'il y a argent, il y a pouvoir, et s'il y a pouvoir, il n'y a pas trop de démocratie. Voilà, donc je pense que c'est une réflexion très intéressante. Non, bien sûr, on l'avait déjà abordé d'ailleurs sur le prisme des médias avec la RAC, et on l'abordera aussi très prochainement avec Chouard et possiblement Amélie Ismaili qui participera à ce débat, dans le sens où, bien entendu, on sait que les oligarques qui acquièrent des médias ne le font pas pour le
pour la bonté d'informer la population de façon impartiale. Et au-delà même de favoriser des candidats qui leur sont favorables, les candidats leur étant quasiment tous favorables, parce qu'il y a non seulement l'information et ce que les médias propagent, mais il y a aussi le financement même des campagnes et des responsables politiques par les oligarques. Et l'intérêt pour les oligarques des médias, c'est surtout de cadenasser l'information. Pourquoi ? Parce qu'ils sont, en termes de population, très minoritaires. Si les médias étaient vraiment libres et qu'ils informaient de tous les scandales économiques, politico-médiatiques, politico-industriels, ce serait un très grand danger pour eux. Donc il est important, et il y a les plus grands exemples les plus connus, c'est Bolloré qui a fait en sorte que des documentaires sur ce qu'il fait en Afrique, dans la captation de ressources premières, n'aient pas été diffusés. L'intérêt quand on détient un média, c'est qu'on en détient la ligne éditoriale et qu'on peut ainsi se protéger soi-même au détriment de la masse et de la population. Oui, c'est une muselière, tu as tout à fait raison. Oui. Exactement. Je vais rebondir sur ce que vous disiez et j'aurais aimé poser une question à Jean-Philippe concernant la prise de décision. On rentrera peut-être après dans un second temps dans le détail. Ce qui nous intéresse dans le paradigme que vous proposez, hormis effectivement que la monétarisme est le recto ou le verso d'une autre pièce où vous avez donc votre système de mise en place. Est-ce que tu peux nous expliquer la prise de décision collective dans le modèle que vous présentez exactement, soit dans un premier temps de façon conceptuelle, mais la plus compréhensible possible, et dans un second temps, prendre quelques petits exemples des différents niveaux de prise de décision, et comment, dans un second temps, on peut opposer ou mettre à côté de la prise de position aujourd'hui politique traditionnelle, qu'elle soit dans le cadre d'une représentation classique républicaine avec l'élection, ou que ce soit dans une démocratie avec le vote. Est-ce que tu peux nous expliquer l'approche et la différence fondamentale de cette notion ? Nous, ce qu'on invite déjà les gens, c'est à tester. Pour nous, ce qui est très, très important, c'est d'être dans l'exercice, dans le côté, on va dire, actif, pour tâter le terrain, voir la difficulté de ce que c'est que ça, de ce que peut être de prendre des décisions ensemble. Après, donc souvent, on a beaucoup de personnes qui sont très volontaires, mais qui n'ont pas forcément trop d'expérience. Alors, on essaie de leur donner, on a sur notre site, enfin pas sur le site vitrine, mais sur l'application, on a des fiches en fait qui permettent d'expliquer un peu les bases d'une prise de décision. Nous, ce qu'on propose, qu'on trouve pas trop mal, qui est assez agréable, si on veut un truc qui soit assez structuré, si on manque de structure, c'est donc en sociocratie avec le système du consentement. Pas du consensus, donc du consentement. Avec quelqu'un qui propose une idée. Après, dans cette idée-là, on fait un tour de parole pour savoir si l'idée a été claire, un tour de parole pour savoir s'il y a des questions, pour clarifier une proposition. Et ensuite, on fait le tour pour savoir s'il y a une objection. Ensuite, le but du jeu, c'est de lever une objection. La partie objection est la plus intéressante, même si elle peut créer des tensions, parce que entre, on va dire, la couleur peut être verte au début et rouge de l'opposition, on va finir par un orange qui sera quelque chose d'un peu plus construit. Donc le but du jeu, c'est de réussir à lever toutes les objections pour trouver quelque chose qui ne soit pas un front catégorique. C'est ça, d'arriver à atteindre le consentement. On n'arrive pas tout le temps à l'atteindre. Nous, ce qu'on propose par la suite, donc, c'est de finir par un vote, assez classiquement. Mais la levée de tension des consentements, elle est assez importante. Si vous avez, par exemple, quelqu'un qui va dire « je pense que dimanche, ça serait bien de faire une action, je sais pas, ou de se retrouver pour créer un réseau de gratuité », et que l'objection, c'est de dire oui, mais le dimanche, c'est le jour de la fête des mères, personne ne sera là. Est-ce que c'est une véritable objection de se retrouver un dimanche pour cette raison-là? Donc, est-ce que c'est une objection qui est valable ou pas valable? Donc, il faut réussir à retrouver quelque chose qui convienne, on va dire, le plus à tout le monde. À ce moment-là, si vous avez une décision, ça c'est pour une assemblée simple. Mais généralement, quand vous êtes 4-5 personnes, c'est quelque chose qui est assez chiant. Pour parler clairement, c'est quelque chose qui va être chiant parce que ce côté protocolaire, quelque chose qui peut être fatigant et pas forcément utile lorsqu'on a un petit groupe. Moi, pour mon assemblée locale à Nancy, on est une dizaine, on ne fonctionne pas du tout dans une manière protocolaire, c'est quelque chose qui est plutôt en freestyle, on va dire comme ça. On ne commence pas forcément à l'heure, on a un ordre du jour à peu près établi, mais par contre, les forces en présence font que tout le monde prend la parole facilement, tout le monde se sent à la fin entendu, et ça fonctionne très très bien sans fonctionner dans un premier tour de parole, deuxième tour de parole, avec un maître du temps, les facilitateurs et toutes ces choses-là. On n'est pas là pour
une fois encore, pour dire que tel modèle il est mieux, mais c'est qu'il faut que les se retrouvent pour savoir quel modèle leur convienne le mieux. Donc il y en a, ils peuvent fonctionner dans quelque chose de très intuitif, on peut avoir quelque chose, comme je vous dis, de plus structuré, de la sociocratie. Par contre, ça me paraît totalement indispensable si on commence à atteindre 15-20 personnes, d'avoir un truc qui est structuré. Donc ensuite, vous avez votre assemblée, on va dire, locale comme ça. Maintenant, vous voulez communiquer votre quartier avec le quartier voisin. Comment ça fonctionne? Déjà, c'est pour savoir, il faut obligatoirement qu'on ait des décisions communes entre les deux quartiers. C'est comme ça que fonctionne l'ODG, c'est de savoir que le mode d'organisation à un certain niveau, que ce soit au niveau local, au niveau d'une ville, peut être autonome dans les décisions qui lui sont propres. Par exemple, les habitants du Mans ne sont pas obligés de discuter avec les habitants de Dijon pour ce qui concerne la ville du Mans. Donc, il n'y a pas à avoir cette discussion-là par rapport à quelqu'un d'autre. Il y a un prix, le prix Nobel d'économie qui s'appelle Elinor Ostrom, elle parle de gouvernance polycentrique. Je ne connaissais pas ça, j'ai lu ça dans un livre. En fait, ça ressemble énormément à ça. C'est-à-dire qu'en fait, plus on centralise des choses qui concernent qu'un niveau local, plus en fait les décisions sont mauvaises. L'ODG a exactement cet état d'esprit-là. Donc, maintenant, vous voulez former une assemblée de la ville pour des décisions qui concernent la ville avec différents quartiers. Donc, vous désignez un porte-parole, donc on appelle ça un premier lien, qui est là pour dire, voilà, nous, on propose quelque chose dans notre quartier, c'est de faire une voie cyclable qui traverse tel et tel et tel et tel quartier. Voilà, et puis ils vont en débattre. De quelle manière? Exactement de la même chose, c'est-à-dire qu'ils doivent décider s'ils veulent le faire comme la sociocratie ou comme une autre façon possible. Nous, ce qui nous inspire aussi, et c'est quelqu'un que j'ai rencontré qui s'appelle Gilles, qui est professionnel en fait en intelligence collective, c'est-à-dire que son métier, c'est d'aller dans les entreprises pour faire développer l'autogestion et l'intelligence collective. Je lui ai demandé à un moment un truc un peu qui lui paraissait incongru, je fais, tu pourrais nous faire une fiche pour expliquer? Il me fait, le problème, c'est que d'une entreprise à une autre ou d'une ville à une autre, c'est pas du tout le même résultat. Donc en fait, c'est pour ça qu'on ne peut pas prédessiner comment doit s'organiser une ville ou un quartier, parce qu'en fait, ils vont trouver une façon qui sera peut-être proche de la sociocratie, ou la sociocratie, mais ils vont enlever des trucs, rajouter d'autres choses. C'est ça, ce mode de fonctionnement qui nous intéresse, donc quelque chose de très très organique. Un livre très inspirant, si vous connaissez, c'est de Frédéric Laloux, Reinventing l'Organization. Donc là, c'est dans un monde capitaliste et marchand, mais il explique que les entreprises qui fonctionnent le mieux, donc il y a un système de code couleur en fonction des avancées de l'humanité. À l'époque, très très militarisé, on appelle ça du rouge, un commandant, on ne discute pas de les ordres. Ça a vachement évolué jusqu'à donc le système le plus abouti, c'est le système Opale. Et donc pour vous résumer, j'espère pas trop mal, l'essence de ce livre, c'est qu'en gros, ils disent que dans n'importe quelle entreprise, et des entreprises assez connues, qui fonctionnent comme Pentagonia par exemple, vous prenez n'importe quelle équipe, que ce soit ceux qui sont chargés de la communication, ceux qui sont chargés de faire les salaires, etc. Ils n'ont pas d'ordre en fait, ils ont une sorte de charte, une sorte d'éthique par laquelle ils sont portés. C'est eux qui décident de comment ils vont faire leur taf. Donc ils ne leur donnent même pas des obligations d'horaire. La seule chose par contre qu'ils doivent apprendre et qu'ils doivent chercher à les former, ce que nous on veut commencer à faire avec le MOSICA, c'est comment lever des tensions. En fait, le pouvoir a un avantage, c'est que c'est beaucoup plus facile qu'une personne décide pour tout le monde. Mettre tout le monde dans une pièce et décider, les débats, ça peut être très houleux, on a facilement des tensions. Et donc la levée de tension, c'est une des choses les plus importantes, c'est de réussir à confronter des idées, des opinions qui sont opposées, mais qui aboutissent à quelque chose d'intéressant où tout le monde se sent écouté. Donc la levée des tensions est quelque chose d'important. Il y a des techniques, il y a un véritable apprentissage, il y a des livres là-dessus. Donc voilà, on a des porte-paroles qui vont amener une idée à l'Assemblée supérieure, ils vont discuter et on continue comme ça jusqu'au niveau le plus complet. Mais le niveau 5, si vous voulez, au niveau l'humanité, je ne pense pas qu'on ait vraiment de décision humanitaire, genre peut-être nettoyer les océans, vous voyez, faire des trucs peut-être comme ça, les protections de la flore, mais c'est plutôt des systèmes de coopération entre nations. En France, on n'est pas autonome en tout, donc on est codépendant d'autres nations pour bien vivre. Donc le but du jeu, c'est cette coopération aussi de pouvoir créer à travers l'ODG. Je voudrais rebondir sur ce que tu viens d'essayer d'expliquer. Donc il n'y a que de la cooptation, entre guillemets, un petit peu verticale. On n'est pas dans une horizontalité, il n'y a pas d'élection, il y a par le consensus et la discussion à un petit niveau des prises de décision, et il y a une forme de délégation qui est donnée échelon par échelon, c'est ça? C'est un niveau de strate ou c'est un niveau de silo? Est-ce que vous marchez par corporation? Est-ce que vous marchez juste par concentration géographique et après on monte de strate en strate par le biais de la délégation, par le biais de la cooptation, par le biais de l'élection? Il y a quelque chose qui n'est pas très clair pour nous. Dans les principes d'un modèle non marchand tel qu'on le propose, c'est un des principes, c'est que chacun choisit son secteur d'activité. Et donc, en fait, les secteurs d'activité, en fonction des classements, peu importe, on va dire qu'on a une trentaine. Donc, si vous décidez, par exemple, d'être dans l'alimentation,
Vous pouvez en choisir 3, hein, vous pouvez faire lundi, mardi d'alimentation et l'autre jour soignant ou ce que vous voulez. En fait, le but du jeu, c'est que chaque secteur d'activité assure gratuitement son rôle pour les autres. Donc, vu qu'il n'y a pas de guerre commerciale, c'est là où on a le partage des idées, il n'y a pas à déposer des brevets, et l'action est extrêmement simple, on a juste à nourrir les autres gratuitement. Et chaque secteur assure son rôle gratuitement pour les autres. Donc il y a effectivement ce système un peu de silo. Moi, en tant que thérapeute, j'ai absolument aucune compétence à dire aux ingénieurs ou aux informaticiens ce qu'ils doivent faire. Ensuite, j'ai oublié ce que tu voulais dire juste avant. Oui, si c'est un système de délégation. Alors, par exemple, si on prend une fois encore, ce qui peut paraître flou, c'est qu'en fait, il faut absolument qu'il y ait une première assemblée qui décide pour voir ce que ça va donner à la suivante. Donc, je ne peux pas vous prédéterminer ce qui va exactement se passer. Mais par exemple, les artistes, eux, ce qu'ils font, ça pourrait ressembler à ça. On a une base d'assemblée de quartier qui propose une idée dans une assemblée supérieure. Elle n'est pas supérieure en pouvoir, hein, elle est supérieure dans le sens géographique. L'importance de ça, c'est qu'on a pensé à un moment de faire tout en numérique. Imaginez quelqu'un propose une idée, mais là le problème en numérique, à 1 million de personnes, on a oui ou non ou vote blanc. La difficulté, c'est qu'en fait, on doit absolument dans notre vie de citoyen, dans notre vie législative, de pouvoir débattre. Et là, en fait, un débat à 10 personnes, ça peut être déjà très très long et très compliqué. Donc, dans une commune de 800 personnes dans une même salle, là, c'est juste pas possible. Donc, on est obligé à un moment d'avoir une forme de délégation. Pas de délégation, en tout cas de personnes qui vont à un moment représenter, mais par contre, l'idée de l'Assemblée de niveau géographique inférieur. Donc, c'est à ce moment-là que ça va être délégué. Mais ce que font, eux, les apatistes, c'est qu'après, en retour, ils leur demandent, voilà, ce qu'on a comme proposition, est-ce que vous êtes d'accord? Donc, la boucle est bouclée. La décision part d'en bas, elle est revotée en bas. Maintenant, la question on se pose, c'est que, imaginons qu'il y ait beaucoup de lois. Est-ce que ça voudrait dire, en fait, des référendums qui tourneraient peut-être en boucle toutes les semaines, toutes les journées, je ne sais pas, on voit le nombre de lois qui tombent actuellement. Mais en même temps, on serait dans un monde où tout serait beaucoup plus simplifié. Parce qu'étant donné qu'il n'y a pas de problème de retraite, il n'y a pas de problème de budget, il n'y a pas de problème d'impôt, enfin, il y a tout un nombre de problèmes qui auraient en moins. Donc, dans ce cas-là, pour nous, l'idéal, en tout cas pour moi, je parle là à titre personnel, c'est effectivement qu'on ait une boucle qui se ferme. C'est-à-dire qu'on propose en bas, on est obligatoirement se leur passer par un petit entonnoir pour pouvoir débattre d'idées, et en fait, on retourne à la fin lorsqu'on a notre proposition cachée ou multi-proposition, proposition A, B ou C, on fait revoter à la base pour savoir si ça convient. Pour nous, ça serait quelque chose qui serait assez idéal. Concernant la personne qui serait représentante, en fait, mais pas, une fois encore pas décisionnaire, nous, ce qu'on propose, c'est le vote sans candidat, qui est tiré une fois encore de la sociocratie, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de personne qui se propose pour, en fait, telle ou telle tâche. Donc, ce qui permet à des personnes un peu timides et qui ont de très très bonnes idées de pouvoir représenter lors d'un débat une assemblée, et peut-être ceux qui ont un ego un peu surdimensionné, de ne pas être mis en avant à travers une campagne. Mais, une fois encore, c'est à tester. C'est ça le truc, c'est qu'il faut vraiment tester le vote sans candidat. Ça va, si vous faites une assemblée, je ne sais pas si vous faites ça régulièrement, des assemblées de quartier ou des assemblées, je ne sais pas, en termes associatifs, chez certains ça leur parle et à d'autres ça ne leur parle pas. L'homme canon, on t'écoute. Ouais, alors il y a un truc, c'est l'argent ne crée pas le lien, et en fait c'est même l'inverse, c'est l'argent sépare les hommes en fait. Et ça part de là, ça part de l'échange en fait, quand les gens ont commencé à échanger, et qu'au fur et à mesure ça a cassé la communauté en fait. Puisque au départ ils produisaient pas dans l'idée de stocker, d'échanger, ils produisaient pour le groupe. Et si on en vient à l'argent, c'est logique, puisque juste tout part de là en fait. Tout part de là. Et ensuite, moi ce que j'aimais chez Francis Cousin, c'est quand il fait le rôle historique de tout ça, c'est vachement intéressant je trouve. Et lui en plus il a beaucoup plus étudié la question que moi. Et du coup c'est beaucoup plus intéressant d'écouter lui. Et quand il explique justement comment est née la cité en fait, la police, la politique, comment la police arrive par rapport au stock de grains qui, en fait souvent dans les grandes villes, historiquement l'endroit où il y a la mairie maintenant, pas toujours mais souvent, c'est là où en fait au départ il y avait des stocks de grains. Et ça part de là, de la protection du stock de grains par la police, la justice et tout ce qui vient derrière, en fait, n'est là que pour légitimer en fait, ceux qui contrôlent le grain, en fait. Et l'argent, ça part de là, ça part de l'argent. C'est ça qui a fait que les gens se sont mis à ne plus produire en fonction des besoins du groupe, mais en fonction de besoins marchands. Et là, maintenant, on en est à un niveau où c'est complètement délirant. Et là, je veux dire, là, maintenant, ça devient flagrant. Bon, par exemple, vous voyez l'obsolescence programmée où tout à l'heure, on parlait de baisse tendancielle du taux de profit. C'est dans la même logique de la saturation des marchés. En fait, la baisse tendancielle du taux de profit, ça amène à la saturation des marchés. Il y a un moment donné,
où l'économie, en fait, elle est plus que là actuellement pour non pas produire pour les besoins humains, mais pour les besoins de renouvellement du marché, pour qu'il y ait toujours plus, pour pas qu'il se casse la gueule. Donc à un moment donné, on arrive à faire de l'obsolescence programmée, parce qu'il faut faire toujours plus, il faut que les gens achètent toujours plus. Donc il faut produire toujours plus, pour acheter toujours plus, pour consommer toujours plus, et pour maintenir les profits toujours plus grands. Et bon, bah là, ça devient délirant. Et avec la dette, c'est pareil. La dette, c'est la même logique que l'obsolescence programmée, en fait. C'est remettre à plus tard les échanges marchands qui sont pas possibles actuellement. C'est-à-dire que, comme on ne peut pas produire comme il faudrait pour renouveler le marché, alors on remet à plus tard. On crée de la dette. Ce sera plus tard. Et après, plus tard, on fait quoi? On en fait encore plus. Et encore plus. Et de la cavalerie, c'est délirant. Hein. Le système actuel est complètement délirant et ça part de l'argent. L'argent, l'État, la marchandise. C'est pour ça que pour moi, j'ai beaucoup de sympathie pour ceux qui sont longtemps aussi. Je suis ça, Étienne Chouard, etc. Mais je pense qu'ils se trompent. Je pense qu'ils vont pas assez loin. Ils sont pas assez radicaux en fait. Je pense qu'ils vont pas à la racine du problème et du coup, ils ne font que renouveler un problème sous une autre forme. Mais à mon avis, ça tout part de l'argent, de l'État et de la marchandise. Je te rejoins à 1000%, l'homme canon. L'argent se sépare, c'est que de la séparation. C'est déjà de la séparation par la guerre commerciale qu'on peut absolument pas dissocier. C'est de la séparation parce que du moment qu'il y a de l'argent, il y a inflation et il y a du coup séparation des plus riches, des plus pauvres. Vous savez, il y a un truc qui est un jeu que vous connaissez tous, c'est le Monopoly, quoi. Le Monopoly, à la base, les règles sont équitables. Hein. C'est les mêmes pour tout le monde. Hein. Tout le monde peut gagner. Hein. Mais le Monopoly, ce qui démontre bien, c'est qu'un tour, 2 tours, 3 tours, et ça se creuse et il n'y a pas de retournement de situation. Alors la légende dit que ça a été créé pour démontrer ce phénomène de centralisation, parce que c'est pas la success story, hein, ça fonctionne par les héritages, les premiers qui ont les ressources, ils les gagnent. Plus on a d'argent, plus on peut investir pour gagner plus d'argent, plus on n'a pas d'argent, moins on peut investir, et donc les écarts, ça fait plus de 2000 ans que ça se vérifie. L'argent se centralise naturellement, donc oui, ça crée des séparations gigantissimes. Et c'est ce que je disais aussi avec les études sur le comportement de Paul Piff et de Peter Nash, c'est que le simple fait de toucher ou de penser à de l'argent, même si on est dans une situation confortable, hein, c'est ça qu'il faut bien avoir en tête, ça suffit simplement à avoir des comportements d'individualisme, de perte d'empathie qui sont déjà en train de se créer instantanément. L'étrangère, je vois que tu as levé la main. Alors, Jean-Philippe, je vais être honnête, moi je suis en train de vivre une forte dissonance cognitive. Tout simplement parce que je découvre l'organisation Mosika et surtout le principe de démocratie gratuite, enfin du coup sans argent. J'ai bien compris les différents niveaux, donc quartier, communauté de communes, région, au niveau national et international, au niveau de la gestion de la prise de décision. Corrige-moi si je me trompe. Hein. Mais du coup, j'ai bien aimé l'exemple que tu as donné vis-à-vis de la piste cyclable. Est-ce que, si vous êtes tous d'accord, est-ce que tu pourrais aller plus loin là-dessus, et toujours en comparant forcément avec le système monétaire aujourd'hui, l'organisation aujourd'hui, du coup, comment ça se concrétise sur les niveaux supérieurs, jusqu'au niveau national et international? C'est un peu la démocratie sans argent pour les nuls, là, je suis désolée. Hein. Non, mais la question est très très bonne. De toute façon, n'hésitez pas à faire... Tout le monde me dit, je suis désolé, je fais l'avocat du diable, mais c'est les meilleures questions, en fait. Les questions d'opposition sont celles où on creuse vraiment en profondeur. Hein, non, c'est une très bonne question. Donc, on va prendre à un niveau national. On est dans un système, on va dire, non marchand. La France n'a pas de pétrole. Enfin, il paraît qu'on a une nappe de pétrole à un endroit. D'ailleurs, je crois que c'est sous ma région qui n'est pas exploitée, une petite nappe. Enfin, bref, si on a besoin de pétrole à l'étranger, ou si on a besoin, je ne sais pas, on va dire d'acier ou quelque chose comme ça, on doit avoir donc en fait une sorte de connexion avec des pays étrangers. Donc en fait, c'est là, à ce niveau-là, que va se jouer en fait l'ODG. C'est-à-dire que suppose qu'il y a un pays qui sont en totale autarcie, qui peut totalement vivre de ses propres ressources, etc., et qui souhaite totalement rester seul, coupé du monde en termes de connexion, ce qui me paraît assez peu probable, il peut le faire. Mais il y a cette interaction-là, c'est qu'on est tous codépendants. Donc le but du jeu, c'est de réussir à créer du lien. Après, les gens me disent tout le temps, ouais, mais l'histoire des ressources, est-ce que on va donner à l'extérieur? Mais tout le monde, en fait, a besoin de quelqu'un à l'extérieur. Si je prends les pays pétroliers, pour beaucoup, il n'y a pas une carotte qui pousse sur leur terre, quoi. Donc en fait, cette connexion, elle est à la fois extrêmement importante parce qu'elle est nécessaire pour quasiment tous les pays au monde, et qu'en plus, c'est quelque chose que tout le monde souhaite, c'est de créer ce lien-là. De toutes les façons possibles, si vous voulez,
Même supposons que vous êtes en autarcie, vous sentirez bien plus renforcé et bien plus assuré de votre avenir de créer des liens diplomatiques, qu'on ait avec de l'argent ou pas d'argent. Avoir des meilleurs liens avec le plus de pays possible, c'est-à-dire de donner pour sentir qu'il y a une connexion, c'est quelque chose qu'on va forcément rechercher, et je ne vois pas pourquoi on la refuserait. De la même manière, supposons, je parle en tant que Français, parce que je pense qu'il y a au moins un Belge ce soir, enfin il y a d'autres personnes, et je m'en excuse, mais supposons, là, je prends le cas de la France, si on a tellement de pommes que je veux dire, on n'en mange même pas la moitié, qu'est-ce qu'on en a à faire que de donner la moitié supplémentaire? Donc là où les ressources sont abondantes, je veux dire, où est le souci de pouvoir les donner et en prime de pouvoir se créer de la connexion. Donc voilà un peu, si tu veux, l'explication, dis-moi l'étrangère si c'est un peu plus clair. On va dire un petit peu plus. Je suis désolé, je n'ai pas réussi à faire mieux. non, mais je comprends que ce soit pas évident. Moi, on m'a parlé, c'est justement quelqu'un, excusez-moi, qui fait partie du Grand Nancy. Le Grand Nancy, donc c'est Nancy et son agglomération, et qui m'a donné en fait une connaissance que je n'avais pas, que en fait les communautés de communes, moi je crois que c'est un truc un peu français, en fait non, c'est dans beaucoup de pays que ça existe, parce qu'ils se rendaient compte qu'en fait finalement en termes de justement de ressources, c'est plus logique en fait de fonctionner en communauté de communes. Des fois, on va avoir besoin d'un ingénieur très schématiquement en fait qui va être d'une commune voisine, mais pas forcément de l'autre commune voisine. Donc en fait, il y a des connexions un peu tentaculaires en fait comme ça qui vont se créer, mais qui sont plus adaptées en fait finalement qu'une découpe, on va dire régionale à la louche comme ça. Le but, une fois encore, c'est de réussir, d'avoir le plus d'autonomie possible à chaque échelon et de ne pas hésiter. Et c'est pas être dépendant des autres, c'est d'avoir d'amitié en fait avec nos voisins, que ce soit régionaux, que ce soit nationaux, en fait tous ensemble, mais en même temps on veut tous de la souveraineté, hein, c'est pas un mot qui est à la mode, c'est juste une nécessité. Si je veux te donner, c'est pas un autre exemple, à part les ressources au niveau national, je ne vois pas te donner quoi d'autre comme exemple, quoi. C'est vraiment si on manque d'une matière première hyper importante. Dans les métaux, je crois qu'il y en a 5 qui sont surimportantes, je connais plus entre l'Édouard, l'acier, le cobalt et 2-3 autres comme ça qui représentent 80% de nos besoins vraiment très très fondamentaux. Il faut voir où c'est qu'ils se trouvent et réussir quand même à les produire, en sachant que la production va énormément ralentir et devrait être beaucoup moins compliquée à produire, étant donné qu'il n'y a plus d'obsolescence programmée. Je suis en train de légèrement changer de sujet, hein, de l'étranger, mais je vais vous raconter la cravate parce que c'est une histoire qui est hallucinante. En fait, Julien, un ingénieur français qui a réussi à faire vraiment le strict opposé de l'obsolescence programmée pour un lave-linge. C'est-à-dire qu'il est capable de durer au moins 50 ans. Il est évolutif, simple à réparer. C'est-à-dire que si vous avez besoin de réparer, alors vous n'allez jamais avoir besoin de quelqu'un qui vienne chez vous, parce qu'ils envoient la pièce, c'est très très facile à réparer. Et donc il explique son cursus. En fait, c'est tellement incroyable, l'increvable, qu'il est représenté dans la Cité des Sciences et de l'Industrie pendant 1 an, il est exposé. Il passe sur toutes les grandes chaînes, M6, etc. Il fait le tour des industriels en Europe, il va même présenter ça aux États-Unis. Et vous pouvez voir sur le site internet, hein, l'increvable, vous allez voir, hein, il y a un onglet en haut à droite, ça s'appelle l'historique, et c'est marqué, si je dis pas de conneries, un truc janvier ou février 2020, le projet est suspendu faute de partenaires financiers et industriels permettant son développement et sa commercialisation. C'est-à-dire qu'en fait, aucune entreprise au monde ne souhaite faire un sèche-linge qui dure 50 ans alors qu'on sait le faire, tout simplement parce qu'on fait couler non seulement la concurrence, mais on fait couler sa propre boîte. Donc c'est-à-dire que l'explosion des ressources, on est bien sûr obligé de le faire par le système marchand. Donc l'histoire des ressources est quelque chose qui serait extrêmement ralenti, mais là j'ai un tout petit peu dévié. Mais l'histoire à l'échelle nationale, internationale, c'est pour moi le meilleur exemple, c'est les ressources, le nettoyage des océans, peut-être le développement de la permaculture, d'arrêter l'élevage intensif, partager les connaissances technologiques. Si vous voyez en ce moment ce qui se passe sur l'IA dans les articles, c'est l'Europe est à la traîne. Dans un système non marchand, la Chine, les États-Unis partagent leurs connaissances. Voyez. Donc en fait, c'est ça l'international en termes d'ODG, c'est ces connaissances-là. Mais dis-moi l'étrangère, si tu peux être plus précis dans ta question, si c'est toujours pas clair. Alors, quand tu dis ODG, c'est quoi? Pardon. Organisation démocratique globale. C'est le nom donné pour comment articuler 5 niveaux de prise de décision du local au plus global et fonctionnant sans dirigeant, c'est-à-dire que c'est représentant des coordinateurs qui viennent d'en bas représenter leur assemblée inférieure pour que ça parte toujours d'en bas pour des décisions, même si des fois elles doivent être un peu globales, parce que on peut prendre des décisions à une échelle internationale nécessaires, même dans un monde sans argent. D'accord. Je me permets une dernière question. Qu'est-ce qui empêche les pays de faire de l'obsolescence programmée, par exemple, sur cette histoire de machine à laver? Par exemple, moi, je sais pas, je suis un pays étranger et je veux plus de pommes.
Voilà, je veux plus de pommes. Donc, il va falloir que j'échange mes machines à laver contre les pommes. Mais comme j'en veux plus, qu'est-ce qui m'empêche finalement de me dire, je vais intégrer une obsolescence programmée. Comme ça, forcément, on échangera davantage et j'aurai plus de pommes. Parce qu'en fait, c'est pas un système d'échange d'étrangères. C'est justement ça. Tous les postes monétaires, Stéphane Bernard connaît très bien l'adage, c'est sans argent, ni échange, ni troc. C'est très important, c'est pas ni du troc. Déjà parce que les sociétés du troc n'ont absolument jamais existé, c'est absolument impossible d'avoir une double coïncidence des besoins. Moi, je donne toujours l'exemple. Imaginons qu'il n'y ait pas d'argent qu'on fonctionne avec le troc. Imagine tes dentistes, tu vas pas réparer les dents, ton boulanger à chaque baguette. Tu vois, donc en fait, la double coïncidence des besoins font que les anthropologues sont absolument sûrs à certains. Les sociétés du troc n'ont jamais existé. L'argent n'a pas été créé pour faciliter les échanges. Et surtout, ce qu'il faut arrêter de fonctionner, c'est justement, je te donne que si tu me donnes. Ça, c'est le cœur, en fait, si tu veux, l'étrangère de la pensée post-monétaire. C'est que si on commence à fonctionner socialement en termes d'interaction en disant je te donne quelque chose que si tu me donnes quelque chose, alors dans ce cas-là, oui, il faudra faire de l'obsolescence programmée. Ce qu'il faut, c'est qu'en fait, chaque secteur, nous c'est ce qu'on propose, assure son rôle gratuitement pour les autres. Donc il y a le secteur de l'industrie essaye de faire de l'increvable pour tout l'électroménager, simplement, et plus en plus ils vont en faire, moins ils vont travailler. Donc il y a toute la motivation à faire ça. Eux, le but du jeu, c'est de fournir l'électroménager le plus solide possible, le plus adaptable possible. Et le secteur de l'alimentation, lui, son rôle, c'est de le nourrir gratuitement. Mais ce n'est pas une notion d'échange. C'est-à-dire que si le système de l'industrie arrive justement à créer quelque chose de plus en plus solide, il travaillera de moins en moins. Alors que le système de l'alimentation, il aura des fluctuations avec l'hiver, avec l'été. En fait, on n'est plus dans ce calcul-là, si tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pas un bon exemple, cette histoire de machine où j'ai pas bien compris. Non, j'ai fait une digression parce qu'en fait, ça m'a fait rebondir en fait un peu sur l'histoire des ressources et qu'en fait, la complexité dans les ressources est liée au système marchand qui doit impérativement vendre pour pouvoir s'écouler. C'est-à-dire que tout notre système doit absolument vendre pour pas s'écouler. Donc ça veut dire que notre vie de famille doit absolument vendre pour pas s'écouler. On a réussi en l'espace de 150 ans à raser 70% des forêts, 90% d'insectes en moins, vous connaissez les chiffres. Hein. C'est Marc Chénal qui dit que la nature ne nous facture pas, alors on coupe des arbres, on la vend, quoi, en fait, parce qu'elle ne nous facture rien du tout, mais jusqu'à son épuisement. Hein. Donc c'est là où ça va très très vite. Hein. Le pétrole, il a fallu 250 millions d'années pour les avoir, on a explosé la moitié du stock déjà. Ça va très très vite. D'accord, merci. Alors, merci à toi. On reviendra sur cette notion de mutualisation parce que parler de la monnaie et parler de l'obsolescence programmée et de parler donc du partage et de l'échange, c'est parler de la mutualisation. Et parler de la mutualisation, c'est aussi être capable d'appréhender la mutualisation des prises de décision sociétales. Et c'est vrai que c'est indissociable l'un de l'autre. On y reviendra parce que c'est intéressant. Ça pourra aussi éclairer éventuellement le débat sur cette prise de décision et sur l'ODG, qui est une façon de comment dirais-je, une forme très, très compliquée à la fois à comprendre, parce tellement simple, parce qu'elle part d'un postulat que nous n'arrivons pas à imaginer. Donc je vais me permettre, que j'ai pas beaucoup parlé, j'avais justement quelques questions, parce que quand on parle justement des secteurs, alors je vais revenir un petit peu sur le principe économique, mais finalement, si on reprend la question d'échange de pommes contre une machine à laver ou quoi que ce soit, ça impose d'avoir des compétences qui vont se mettre en œuvre, qui vont faire en sorte que chaque individu va... Alors, le point positif, chaque individu va pouvoir s'exprimer dans le domaine qui l'anime le plus et donc très certainement avoir des niveaux de performance accrus, mais se pose quand même un problème. C'est qu'il y a beaucoup de secteurs qui sont marqués par un manque d'intérêt de la population et pourquoi pour autant manque de besoins. On l'a bien perçu au moment de cette fameuse crise sanitaire où il y avait les essentiels qui ne sont pas socialement très bien reconnus, économiquement c'est encore pire, et pourtant qui sont essentiels, qui représentent un besoin énorme, mais qui ne sont pas forcément les actes plus prisés. Comment faire en sorte pour que justement on ait suffisamment d'égoutiers, suffisamment d'agents d'entretien, suffisamment de personnes qui vont faire des métiers qui ne sont pas les plus attrayants et pourtant qui sont extrêmement nécessaires? La question est excellente. En fait, ça, c'est le principe numéro 2 du MOSICA, du grand projet. Donc, le principe numéro 1, je l'avais dit tout à l'heure, c'est que chacun est libre d'exercer dans le secteur de son choix, pour des raisons démocratiques, et questions d'équité. Je pense que ce qui amène la sérénité et le lien social, c'est l'alter ego, de sentir égal en droit et en devoir, en fait, des autres. Et donc le principe numéro 2, c'est justement parce qu'on a bien conscience qu'il y a des secteurs qui ne créeraient pas d'engouement, donc c'est le partage des efforts dans les secteurs qui ne créeraient pas d'engouement. Ce qui fait que, au lieu qu'on ait quelques personnes
qui consacrent tout leur temps et peut-être toute leur vie en fait à quelque chose que personne n'a envie de faire, le partage des efforts permettrait de réduire l'effort à minima. J'avais vaguement fait un calcul pour qu'une commune de 50 000 habitants, il ne trouvait personne pour faire le nettoyage des rues, on devrait faire 1 ou 2 journées par an, quelque chose comme ça. Donc après, chacun pourrait nettoyer sa rue, en fait, on peut s'imaginer beaucoup de choses différentes là-dessus. Ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, des personnes qui ont un haut niveau de maturité sociale, en fait, on n'en parle jamais, mais ils sont quand même là, ils sont vraiment très nombreux. C'est-à-dire que la notion de nettoyer la table, vous voyez ce que je veux dire, quand on n'a pas d'aider, en fait. Bien sûr qu'il y en a plein qui ne le font pas, mais il y en a plein qui le font aussi. Hein. On les met pas assez en avant. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si Stéphane, tu te souviens de ça, mais justement, je reviens sur la présentation qu'on avait fait à Nantes, qu'on s'est rencontré avec Stéphane. Je trouvais ça assez marrant, parce que celle qui nous avait proposé ça, elle s'appelait Véronique, qui d'ailleurs adorait Francis Cousin. Et puis elle me disait, est-ce qu'à la fin, voilà, on aurait besoin d'un coup de main, il faut qu'on rende la salle demain matin, voilà, est-ce qu'il y en a qui pourraient aider? Dans ma tête, je lui ai dit, tiens, expérience sociale intéressante. Et en fait, c'était hallucinant parce que franchement, je trouve qu'on avait été long, comme je vous disais tout à l'heure, ils sont restés longtemps. Et à la fin, il y a le nombre de personnes qui sont restées pour débarrasser les tables, nettoyer le sol. Alors, ils ne sont pas payés, c'est chiant, c'est pas intéressant. Enfin, il n'y avait rien, mais en fait, il y aura toujours du monde, ne serait-ce qu'à minima, qui le fait spontanément dans les trucs même les plus particuliers qu'on pourrait imaginer. Moi, je veux dire, une de mes meilleures amies qui s'appelle Audrey, qui est infirmière. Elle a changé, mais sa passion pendant peut-être 15-20 ans, elle est infirmière, mais dans les fins de vie, vraiment les fins de vie. Et elle, son truc, c'est l'accompagnement vraiment jusqu'à la mort. Je suis désolé, c'est un peu glauque ce soir de vous raconter ça, mais vraiment préparer les corps pour les rendre beaux, maquillés, habillés, etc. pour la famille. Mais je lui dis, tu dors bien tranquillement, mais elle me dit, tu peux pas imaginer comme j'aime ça. Pour elle, il y a rien de tout beau. On ne peut pas s'imaginer en fait les personnes qui ont ce niveau de maturité, d'empathie, en fait, ils sont là, mais on les voit pas. C'est la masse silencieuse. Je vous donne un autre exemple. À la SNCF, voilà, je rentre, valise extrêmement lourde, et puis je vois, vous savez, ceux qui sont entre les wagons. On a souvent des militaires. Hein, excusez-moi, quelqu'un pourrait m'aider à mettre la valise en haut, mais tout le monde se lève quasiment systématiquement. Je crois que si on demande, en fait, il y a une volonté qu'on sous-estime. Ensuite, je sais que les gens, des fois, disent « Ouais, mais c'est pas des garanties que ça fonctionne. » Je vais vous dire, à la base, si c'est nécessaire, forcément, ça va bouger. C'est la common decency. Je connais pas, tu peux... La décence commune, c'est Orwell qui développe ça. Les gens, en fait, d'eux-mêmes, en général, ils ont plutôt tendance à faire le bien. Enfin, le bien, par rapport aux autres, avec les autres, ils se comportent en général plutôt bien. Écoute, je connaissais pas cette partie-là d'Orwell, mais oui, moi c'est ce que je constate. En fait, travailler son salaire, c'est pareil. On se dit tous, ouais, mais les gens vont rien faire. Mais je vais vous dire, l'exemple le plus parlant, qui est dans le Sciences et Vie numéro 299, qui justement parlait du monde sans argent. Ils ont fait la surprise de faire un article d'ailleurs sur Mosika qu'on n'attendait pas, ils ne nous ont pas contactés avant. Mais en fait, ils montraient une étude qui a été menée à l'université de Göteborg en Suède sur à peu près 290 gros gagnants du loto. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout besoin de travailler sur X générations. En fait, 88% continuent leur travail. Dans les 88%, 12% qui ont allégé, et il y en a 12% qui ont arrêté, quoi. C'est des chiffres qu'on a assez souvent, en fait. L'histoire des 88-90% qui continueraient à travailler, on le voit très, très fréquemment. Un nombre de personnes qui, ils tombent malades, il y a l'assurance qui paye, ils gagnent autant qu'avant parce qu'ils payent une bonne assurance, et en fait, qui ne supportent pas de rien faire, quoi. Mais c'est quasiment tous. Je pense qu'on est tous crevés tellement mentalement qu'en fait, on se dit, purée, je peux prendre des vacances pour 3 mois, mais je veux dire qu'au bout de 2 mois, vous commencez à... Vous les prenez au début, mais je pense qu'au bout d'un moment, ne rien faire, ne servir à rien, d'être utile à rien. Oui, pardon. Je voulais revenir à ce que je posais parce qu'effectivement dans la pyramide de Maslow il y a le besoin justement de reconnaissance, donc le besoin au-delà de l'appartenance, mais il y a le besoin de reconnaissance personnelle, et donc ça passe par le travail. Le travail est émancipateur, mais c'est vrai que j'ai du mal à comprendre que quand tu dis que finalement chaque citoyen va devoir donner de son temps pour faire les besoins qui ne sont pas suffisamment approvisionnés par la volonté individuelle, se pose quand même un problème, c'est qu'il y a des activités qui, encore une fois, sont soit parce qu'elles sont très risquées, des pollueurs justement au niveau nucléaire ou autre, plein de choses comme cela, des métiers qui sont dégradants en quelque sorte, même si j'aime pas trop ce terme-là, et dans beaucoup de ces métiers-là, il y a quand même une technicité qui fait qu'on ne s'improvise pas égoutier,
ou ce genre de choses. Donc c'était dans ce sens-là, c'était dans l'aspect, est-ce que dans votre système, il peut y avoir une forme de contrainte ou de compensation pour des métiers qui sont très spécifiques et qui ne trouvent pas justement suffisamment de volontaires? Ouais, alors déjà oui, il y a quelque chose qui a été réfléchi parce que dans le grand projet, en fait, dans les 3 étapes, il y a la première étape qui est donc, tu l'avais cité tout à l'heure, des bureaucraties, c'est que la première étape, c'est l'étape de rassemblement où on est déjà en train de faire quelque chose d'embryonnaire avec des assemblées locales qui peuvent créer déjà des réseaux de gratuité, etc. Ensuite, on a l'étape de préparation. L'étape de préparation, ça va être en fait qu'on atteint une majorité de citoyens qui sont prêts à basculer, donc pour des raisons démocratiques, c'est le terme de ce soir, il faut au moins qu'on atteigne la majorité pour pouvoir en fait décider de basculer. On ne basculera pas immédiatement. On va avoir un temps de préparation, c'est pour ça l'étape 2. Et la préparation, c'est-à-dire qu'on bascule que si on a justement une garantie que tous les secteurs soient assurés. Donc on a déjà ça à la base, hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas se jeter en fait, dans un système non marchand si personne ne veut s'occuper, je sais pas, des réseaux électriques. On veut être certain qu'en fait chaque secteur soit opérationnel déjà avant d'y aller. Ensuite, ça rejoint un peu ce que je disais sur l'ODG, que Stéphane essayait d'expliquer. Il y a une forme de complexité parce que, étant donné que chaque assemblée peut être différente dans la façon de fonctionner, que moi je ne suis pas là pour dire quel choix vous devez faire dans la façon de prendre des décisions dans votre propre commune, et que les décisions peuvent extrêmement varier. Par rapport à ces problèmes-là, il peut y avoir en fait des réactions et des prises de position qui vont être différentes. Si on prend le cas de quelque chose qui ne cherche pas de spécialité, on va dire de nettoyage des rues, qui est à la portée de tout le monde sauf une incapacité physique, il est possible, c'est pas moi qui le dis, ce sera votre assemblée qui le dira ou pas, de dire écoutez, non, là c'est pas possible, tout le monde doit faire un petit nettoyage des rues, sinon vous pouvez mettre en fait un holà et une sanction. Et ça, c'est vous qui décidez. La sanction, c'est une notion de pouvoir, c'est exactement la même chose que si vous êtes en colocation et que votre colocataire, il dit, écoute, là maintenant, c'est toi qui vas tout nettoyer, tu vas même nettoyer ma chambre. Donc, à un moment, tu dis, écoute, non, toi, tu fais ta part. Donc, en fait, le but du jeu, ça sera ça, c'est qu'à un moment, vous allez peut-être vous retrouver en situation de devoir... Alors, option 1, il y a suffisamment de volontaires pour que ce soit fait. Il ne faut pas non plus chercher à ce que tout le monde participe si, 100 personnes sont prêtes à faire une tâche et que la tâche, elle est accomplie. Mais par contre, s'il n'y a pas assez de personnes qui le font, en fait, je dirais, ceux qui ont un peu de pression, c'est ceux qui sont en train de faire. S'ils s'arrêtent de faire le nettoyage des rues, c'est tout le monde qui est emmerdé. Donc en fait, il y a une sorte de contre-pouvoir automatique qui se fait à ce moment-là. Toi, justement, le centre de ta question, c'est quelque chose qui est nécessaire. Je veux dire, ceux qui le font, s'ils font alerte rouge, dont on va bientôt plus le faire, ça va peut-être faire bouger les lignes. Donc en fait, c'est multi-solutions possibles, mais je ne peux pas en donner une comme ça. Mais ce que je peux faire en résumé, vous dire, c'est que de toute façon, on bascule que si toutes les bases et les fondamentaux sont garantis, que après, si jamais il y a un problème, il peut être mis sur la table dans les discussions des assemblées, d'où l'intérêt des ODG, que si à un moment, il y a quelqu'un qui s'apparaît pas correct parce qu'il en fait trop et que d'autres personnes pourraient aider, il pourrait toujours dire, écoutez, les gars, c'est bien simple, si vous m'aidez pas, moi j'arrête et c'est vous qui allez être emmerdés autant que moi. Donc, et après, si jamais il y a vraiment une sorte un peu de consensus de dire, attendez, là, vous nous aidez pas, dans ce cas, nous, on arrête. Voilà, en dernier recours, on peut avoir le cas d'une forme de pression si les devoirs sont pas accomplis. Ok, merci pour la réponse. Écoutez Stéphane, et puis après on aura l'homme canon qui reviendra. Oui, je voulais compléter le propos de Jean-Philippe par plusieurs exemples et par plusieurs concepts. La difficulté que nous avons tous à la fois à appréhender, mais c'est aussi valable pour une démocratie traditionnelle avec des votations. Je vois que Cyril est là de démocratie directe. Les ODG au niveau local ne sont pas si loin du modèle que défend Cyril avec les assemblées citoyennes locales. C'est juste un autre fonctionnement parce qu'il y a un préalable et un préambule important. Il faut que vous preniez conscience qu'à un moment donné, si on prend l'exemple de l'associatif, on pourrait peut-être arriver à toucher du doigt ce qui est éventuellement une société dans laquelle la prise de décision soit mutualisée. Dans une association, les statistiques en France sont là pour le prouver, le français est un gueulard, individualiste, et on lui rajoute encore quelques autres qualités pas très sympathiques. En attendant, en France, il y a quand même, statistiques de 2021 ou 2022, il y aurait 15 millions de bénévoles associatifs. Qu'est-ce qui peut motiver un quart de la population de plus de 16 ans
de faire du bénévolat, que ce soit du bénévolat humanitaire, que ce soit du bénévolat sportif, culturel, médical, peu importe. On a quand même les 2 tiers de ces individus qui adhèrent, sont actifs, et donc un quart de notre population. Qu'est-ce qui fait que nous sommes capables à la fois d'être en compétition perpétuelle et en même temps d'avoir cette faculté d'aller passer son temps, souvent son argent, son énergie pour une cause commune, si ce n'est notre libre arbitre et cette capacité que nous avons à retrouver dans le monde associatif, quelque chose que nous n'avons pas dans le monde professionnel, c'est-à-dire une envie de faire société en commun, une envie de partager une passion commune ou dévouement en commun, si on parle de l'humanitaire. Et donc si on parle de cette... on essaie de raisonner en ce sens-là, qu'est-ce qui nous manque vraiment? Il nous manque un libre arbitre qui, dans notre société, est complètement annihilé par l'effort de production, par le travail, par notre éducation, par ce système monétaire qui est le fer de lance de la compétition et de la productivité qui annihile nos libres arbitres. Il nous manque aussi quelque chose de fondamental, c'est une véritable éducation bienveillante. Aujourd'hui, on fait de la philosophie en terminale, quand on en fait, il faut voir de quelle manière. Les sciences cognitives, la psychologie ne sont jamais abordées, alors que dès la maternelle, on a des relations de colère, d'amour, et que n'importe quelle personne qui puisse avoir un enseignement adapté, y compris que ce soit dans les hautes classes primaires ou en collège, pourrait avoir une écoute sur la psychologie comportementale. Sans jamais, il n'est pas question d'aller faire des choses qui ne seront pas adaptées, mais on n'enseigne pas ça. On n'enseigne pas le civisme dans le sens où dans notre éducation, on fait... Alors je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas noter les élèves, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas avoir de temps en temps un système de gratification sur l'effort. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que notre éducation, elle n'est pas du tout portée là-dessus, et que ce que l'on est capable de créer en termes associatifs, malheureusement parfois, il y a toujours le chef du village et le village gaulois qui s'engueulent, mais on n'est pas capable de le faire au niveau de la société. Et donc si on a une approche holistique, éducative, qu'on est capable de comprendre que notre libre arbitre nous appartient parce qu'il faut absolument à un moment donné se désintéresser de ce qui nous est donné comme projet de société, qui est un mauvais projet de société, on en voit aujourd'hui toutes les limites. Ça fait des mois que nous, et toutes les semaines, voire 2 fois par semaine, que nous parlons de démocratie. Mais la démocratie n'est ni plus ni moins qu'une mutualisation des prises de décision, du respect de l'autre et du respect de notre propre libre arbitre. Donc tout à l'heure, on avait du mal, on voyait que ça dérivait, et c'est toujours la même chose. Jean-Philippe le constate, parce que moi je suis beaucoup moins actif dans ce domaine-là, mais lui fait partie parmi des plus actifs avec Marc Chinal et l'ONG CSA qu'on recevra pour d'autres systèmes démocratiques aussi. Ces personnes-là sont confrontées à une incompréhension permanente parce que nous sommes tellement conditionnés par notre éducation dans un système où la compétition et le nivellement par le bas, parce que l'exigence fait partie du libre arbitre et de l'éducation, qu'on a du mal à concevoir le modèle que présentent des gens comme Jean-Philippe, où on se dit, bon, allez, mutualiser des ressources, on peut comprendre. Bon, alors, une société où il n'y a pas de don, c'est bizarre, parce que moi, je suis habitué à ce qu'est le don. Alors que non, on ne donne pas, on n'échange pas, on partage, on mutualise. Et donc, on peut autant les mutualiser à un niveau tout petit, qui est un niveau de quartier, ou même de rue, comme on peut le mutualiser quand il y a une prise de conscience. Et c'est pour ça que je vais te poser la question à ce niveau-là, je voulais en venir, qu'il y a une prise de conscience qui s'élargit. Et donc, pour que la prise de conscience s'élargisse, là rentre en temporalité, et c'est là où c'est intéressant, parce que le modèle je vous invite vraiment à découvrir, parce que ça nous élargit les neurones, un petit peu comme quand un nez bouché, un bonbon à la menthe nous permet de respirer un petit peu mieux. La temporalité est quelque chose de très importante. Et cette temporalité va passer par la démocratie, et aussi bizarre que ça puisse paraître,
on aborde la démocratie, donc le partage de la mutualisation des prises de décision comme on le fait aujourd'hui avec la monnaie. Je ne sais pas si Jean-Philippe peut rebondir là-dessus et nous parler un peu de la temporalité, parce que c'est quand même quelque chose de très important, puisque bien évidemment, le mot utopiste, quand on parle de la mutualisation des prises de décision et donc aussi de la mutualisation en règle générale et donc d'une société sans argent, le mot utopie revient tout de suite, et la temporalité aussi, et la prise de conscience. Je te laisse développer ça. On m'a posé la question très souvent, dans combien de temps, en fait, ça va arriver. Alors que c'est pas vraiment dans ce genre de choses que je m'inscris, parce que ça sert pas à grand chose, en fait, finalement. C'est à quel moment ça serait le mieux, c'est maintenant. À quel moment c'est possible, c'est maintenant. Techniquement, on peut le faire. Je pense qu'il n'y a rien de plus compliqué qu'un conditionnement à enlever, et je crois qu'il n'y a rien de plus conditionnant que l'argent. En fait, il y a des psychanalystes qui disent que l'apprentissage de l'argent est aussi fort et inconscient que l'apprentissage du langage. Un enfant, il apprend sa langue sans savoir qu'il apprend sa langue, sans avoir conscience qu'il y a d'autres langues. Vous voyez cette énergie qu'on peut avoir à la naissance En fait, ça rentre... Fonctionner avec l'argent, c'est exactement la même force et la même périodicité que l'apprentissage du langage. Donc c'est quand même quelque chose qui est particulièrement costaud, quoi. Je pense... Pour moi, il y a deux scénarios possibles, un souhaitable et un moins souhaitable. C'est de gré ou de force. Je ne me pose pas la question de savoir si on va y arriver, c'est quand on va y arriver. Parce que, que Mosika ou pas Mosika, ou qui n'est pas tous les postes monétaires, de toute façon, je pense qu'on va être à un moment contraint, parce qu'il y aura un épuisement des ressources provoqué par le système marchand qui va nous pousser de toute façon vers la sortie. Je vais vous dire quelque chose qui était très encourageant. Si je ne dis pas de bêtises, c'était qu'en septembre ou octobre 2024, il n'y a pas longtemps, il y a eu des énormes inondations dans le sud de la Thaïlande. Et en fait, nous avons un de nos membres. Alors attendez, je vous fais patienter juste 30 secondes, parce que je suis en train de chercher le message qu'il m'a envoyé. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis revenu sur le terrain de Mae Sai à la frontière Birmanie pour nourrir les gens qui n'ont plus rien et pour les bénévoles au nettoyage et autres entraides. Alors écoutez bien, je voulais te dire que dans ces situations, on trouve beaucoup de bon sens avec de l'entraide incroyable, où l'on vit sans différence de classe sociale, de couleur, nous sommes tous un. Et depuis un mois, je ne vois personne avec de l'argent dans les mains. Que d'entraide incroyable. Tout est gratuit. Nourriture, soins, déblayage, nettoyage, réparation des articles ménagers, des véhicules, etc. Des entreprises qui viennent des autres provinces, des jeunes et des moins jeunes. Les militaires et même des prisonniers en fin d'incarcération. Des sociétés diverses, même les stations diesel et essence des pompes sont gratuites. Devant les magasins, des bouteilles d'opposition. Il faut y vivre pour y croire, mais voilà, l'argent reprend sa place petit à petit. Mais oui, il est possible de vivre sans argent, j'en suis convaincu. Et en fait, on a deux scénarios, c'est qu'on peut faire le choix de sortir maintenant, et on peut parce que techniquement, on a les moyens technologiques, on a les outils. Mais par contre, par rapport à ce conditionnement, ce qui va probablement se passer, c'est qu'en fait, il va y avoir un déclencheur. Moi, je pense que c'est les ressources, à mon avis, qui vont entraîner ça. Soit d'un minerai, un des 5 minerais centrales, parce que je crois que par exemple le cuivre, ça commence à craindre, donc le cuivre c'est quand même tous les câbles électriques. Si le pétrole, pareil, si on n'a pas assez pour tout le monde, les prix vont flamber, si les prix flambent, tout flambe. Et donc à ce moment-là, je pense qu'il y aura effondrement du système. Donc en fait, nous on se pose en tant que plan A et plan B. C'est-à-dire que là, on essaie de mettre tout en œuvre, comme Mosika, pour pouvoir sortir dès maintenant. Et en même temps, on se dit que si jamais il y a un effondrement, comme ce message d'Alain en Thaïlande, c'est qu'en fait on a un maximum d'assemblées locales qui ne seront pas là dans la panique, qu'est-ce qu'on va faire, etc., qui sont dans la co-organisation avec quelque chose en tête, en sachant que voilà, il faut arrêter de fonctionner avec l'argent, ça peut fonctionner. Donc l'histoire de la temporalité, l'histoire du conditionnement, c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à saisir, quelque chose de compliqué à déraciner. Mais Stéphane, ce que tu disais, c'est que les choses changent avec les années et je vois que oui, énormément l'intérêt, le questionnement commence à venir, enfin, je dirais depuis 3 ans. Enfin, moi j'ai vu une différence depuis 3 ans. Et avant il y avait beaucoup de rejets et de plus en plus j'ai des gens qui disent spontanément il va bien falloir y venir. C'est la première chose qui vient. Et après, il y a les doutes. Et par contre, on voit qu'il y a une sorte d'élan naturel de façon, oui, il va falloir s'en débarrasser de pognon parce que tout est pognon. Et il n'y a rien qui fonctionne, quoi. Moi, je reste absolument optimiste. Et je dirais que c'est
comme un accouchement, ça doit arriver à un moment ou à un autre. Si on est enceinte, à un moment on doit accoucher. Maintenant, le truc est notre travail avec lequel on s'attache avec toute l'équipe du Mosica et toutes nos assemblées, c'est de faire que cet accouchement soit absolument magnifique. Merci Jean-Philippe pour la réponse. Je vais passer la parole à l'étrangère et à Stéphane pour qu'ils puissent donner leur mot de la fin et ensuite on te laissera, Jean-Philippe, clôturer ce space. L'étrangère, comment s'est passé ce premier space en notre compagnie? Écoute, très bien. Très bien, c'était super intéressant. Et voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Philippe et merci Stéphane, Débilocratie et tous les intervenants. C'était vraiment très enrichissant. Voilà. Bon, merci. Bon, ce soir, on était sur un space très technique, très pointu, on va dire. Stéphane va nous rappeler la programmation des spaces à venir, sur lequel, l'étrangère, tu auras peut-être des sujets qui t'amèneront à prendre un peu plus la parole, parce que je te connais un peu et je t'ai trouvé un peu discrète, alors que tu as énormément de choses à nous apporter de façon très pertinente. Donc, c'était la première. Je t'en excuse, mais il ne faut pas que ça dure. Hein. On t'a fait venir pour t'exprimer. Hein. Promis. Mais j'avais prévenu, hein, le temps de prendre les marques. Oui. Souci, on va te laisser le temps de t'adapter à nous, à nos spécificités au niveau des sujets et des thèmes abordés, mais je ne doute pas que tu pourras nous apporter tes visions très éclairantes. Stéphane, je t'en prie. Oui, alors en 3 temps rapidement. D'abord, je voudrais attirer votre attention pour ceux qui voudraient réfléchir plus en avant. Rejoignez ou du moins renseignez-vous sur mosica.org. De cette démarche atypique, hors norme, mais qui apporte beaucoup de solutions. Dans la bulle et en épingle, je vous ai mis 2 références. Des fois que vous pensiez que Jean-Philippe soit un homme esselé, seul dans son champ, en train d'écouter pousser ses cheveux et fumer des yann, vous avez, dans le premier post que j'ai fait, vous avez la sphère des post-monétaires contemporains et vous trouverez beaucoup de références, puisque c'est quand même une pensée qui date de plusieurs siècles. C'est aussi des modes on n'a pas parlé du tout, mais je sais que Jean-Philippe aime beaucoup l'anthropologue Karl, qu'il m'a fait découvrir d'ailleurs une dizaine d'années, sur les peuples primals qui ont des organisations sociétales, primales et non primaires, qui ont des organisations sociétales très intéressantes, qui ne sont pas très loin parfois de la démocratie qu'on essaye d'atteindre. Et donc c'est quelque chose auquel je vous invite et vous verrez dans cette présentation de la sphère des post-monétaires beaucoup de références, d'écrits, de livres qui sont aujourd'hui peu connus du grand public et qui vous montrent que nous sommes nombreux à réfléchir de cette manière. Et l'avant-dernière petite post et clin d'œil que j'ai fait, c'est sur ce dont on a parlé beaucoup, sans jamais d'avoir donné de nom, c'est-à-dire cette approche systémique, les références du livre de Donella Meadows, pour une pensée systémique, parce que la pensée systémique, elle touche à la fois la gestion des ressources, mais Jean-Philippe a essayé de nous faire comprendre et de toucher du doigt et de la compréhension intellectuelle que ça a un rapport aussi avec l'organisation sociétale et la démocratie, et mis en exergue cette petite citation: prêtez attention à ce qui est important et pas seulement ce qui est quantifiable. Voilà, donc je voudrais terminer pour remercier chaleureusement Jean-Philippe et vous dire que dès la semaine prochaine, nous allons avoir une autre émission qui est dédiée aux associations des maires, des mairies démocrates de France, la MDF, qui est une association que nous allons créer. Et nous allons essayer d'expliquer notre démarche et nous allons aussi participer tous ensemble, peut-être pas forcément à la rédaction des statuts, moins à la réflexion, puisque les statuts ne sont pas déposés, que l'on veut absolument vous faire participer tous à cette réflexion. Pourquoi créer une association des mairies démocrates de France? Simplement parce que on pense que la démocratie se travaille au niveau local et qu'il va falloir prendre des mairies, qu'il va falloir après y réfléchir, acter. Nous aurons par la semaine suivante Jérôme Rodriguez qui viendra nous parler bien entendu des Gilets jaunes et de savoir ils sont encore à la croisée de la démocratie, puis Paul Sébille sur le référendum et la démocratie au sein de nos institutions, puis une mission spéciale sur les outils numériques au service d'une démocratie directe dont on aurait pu parler, qu'on a un petit peu évoqué avec Jean-Philippe. Nous aurons Lilou comme invité, spécialiste très connu ici, Louis Faucon
de l'association Tournesol, Mathilde Fourbe de Pause IA et Karl Pincema de Vox Mundus. Et nous recevrons ensuite les syndicats des Gilets jaunes, etc., etc. Je vous invite à regarder sur le site de démocratiedirect.org la totalité de la programmation. Je terminerai donc par un chaleureux et un grand merci à Jean-Philippe. On avait annoncé pourtant 20h, 22h, il est 23h25. Je suis désolé de t'avoir poussé dans tes derniers retranchements. Je te remercie très chaleureusement et je te laisse le mot de la fin. Eh ben, écoute, je te remercie Stéphane. Toi, au début, tu voulais le faire à 21h, je préférais le faire à 21h, comme ça, je savais que j'allais pas me coucher à 1h du matin, donc c'était... non, j'ai aucun souci, c'est vraiment un vrai plaisir de pouvoir vous en parler. Merci vraiment infiniment de votre écoute. Stéphane, tu parlais en fait de livres et d'ouvrages sur les sociétés en démocratie. Moi, je vous en conseille un autre, si vous ne le connaissez pas, ça s'appelle Une autre histoire de l'humanité, qui fait justement un petit pied de nez à une brève histoire de l'humanité de Harari. C'est un livre qui a été écrit par David Wengross et feu David Graeber, qui explique en fait qu'il y avait des énormes sociétés qui vivaient sans dirigeants. Je crois en Moldavie, en Ukraine, etc. En fait, ils ont des preuves. C'est un anthropologue, hein, et en fait, c'est très ancien de pouvoir vivre en démocratie, en autonomie à très longue échelle. Parce que dans le livre Une brève histoire de l'humanité, c'était plutôt en fait du moment que l'on devenait un petit peu nombreux, il fallait un chef. Donc en fait non, ça, déjà à l'époque on savait le faire et on saura d'autant plus le faire aujourd'hui. Eh ben, écoutez, merci infiniment vraiment à tous d'être là. Je peux que vous encourager, que ce soit pour un monde sans argent ou un monde autrement, mais en tout cas de ne pas rester que dans le constat, d'être vraiment d'avoir un petit temps hebdomadaire là dans l'action, ce que vous, les animateurs, vous avez déjà donné ce soir. C'est-à-dire vous allez passer un temps que vous ne passez pas avec la vie de famille, tout ça, pour essayer de faire avancer les idées, de faire connaître d'autres idées. Et en tout cas, vous êtes des super animateurs, c'est très agréable. Je vous félicite, même l'étrangère, je ne doute pas de tes compétences, mais si tu n'as pas voilà, plus parlé que ce soir, mais pour une première, ça me paraît logique. Mais voilà, en tout cas, Démocratie et Stéphane au top au niveau animation. Et puis, écoutez, merci à tous infiniment, c'était un vrai plaisir pour cette soirée. Merci à toi, je vous souhaite à tous une douce nuit et bien reposante pour ceux qui travaillent demain matin, de bonne heure. Et Jean-Philippe, on reste en contact. Et encore une fois, rapprochez-vous de Mossica. C'est vraiment quelque chose qui peut nous aider tous à la réflexion, même si on n'est pas forcément obligé d'y adhérer. En tout cas, ça nous ouvre l'esprit. Bonne soirée encore à tous et à la semaine prochaine. Au revoir.